Bon, dans le doute, je vais faire comme si ce micro marchait, fonctionnait, et je vais le garder près de moi. S'il ne fonctionne pas, je suis désolé. Évidemment, j'ai choisi de reprendre les vidéos quand il fait un temps terrible dehors. Les bonnes habitudes reprennent vite. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle toujours Maël et je suis toujours là pour vous parler de livres. La dernière vidéo date de janvier 2024. Avant, je n'avais pas fait tant que ça de vidéos d'ailleurs non plus. J'avais petit à petit arrêté dans un rythme de plus en plus éloigné pour arriver à un vide. Pas tellement un vide parce que j'ai fait quand même pas mal de choses durant ces années où je n'ai pas été sur Booktube. Et quand je dis que je n'ai pas été sur Booktube, c'est vraiment la vérité. Je me suis remis à re-regarder des vidéos très récemment. Et c'est vrai que pendant ces 1 an et demi, quasi 2 ans, je n'ai plus rien regardé. Plus tourné aucune vidéo, je n'ai plus parlé de livres. Alors ça a eu des conséquences. Et des conséquences que je n'imaginais pas finalement parce que j'ai beaucoup moins lu. 2023, j'ai lu 98 livres. 2024, l'année où j'ai arrêté les vidéos, où j'ai déménagé à Paris, dans cette petite chambre de 11 mètres carrés. Bon, depuis aussi, hein, quand même, j'ai une autre vision de cette chambre. Vive les joies immobilières parisiennes. En 2024, donc, et j'ai lu 74 livres. Déjà, ça fait quand même pas mal moins qu'en 2023, même si ça reste à peu près équivalent. 2025, dégringolade pour le moment. Donc je fais cette vidéo, nous sommes le 24 septembre. Je n'ai lu que 28 livres. Une année de chute libre, on va dire, même si l'année n'est pas encore terminée et que je peux encore rattraper un peu le coup, sauver un peu les meubles. 28 livres lus, c'est vraiment tout format confondu en plus. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ces 100 et quelques livres lus durant ces 1 an et demi d'inactivité. Je vais vous parler de 7 livres qui m'ont marqué. Voilà, on va garder que le positif et on va garder vraiment que ce qui m'a marqué positivement. C'est-à-dire que ces livres, je les vois devant moi et je sais de quoi ils parlent. J'ai des souvenirs de lecture en rapport à ces livres-là. Et pour la plupart, ça a été, ça a été que des très bonnes lectures. Voilà, des excellentes lectures pour moi. Si je m'en souviens, c'est que ça a été d'excellentes lectures. Waouh! Allez, il faut que je me lance, il faut que j'y aille, c'est le retour. Ok. Et je vais commencer par vous parler d'un livre jouissif, il n'y a pas d'autre mot. La vie rêvée de Sainte Tapiole de Hervé Brison. C'est aux éditions Terrasse, c'est une réédition d'un livre qui était sorti dans les années 90-2000 sous la direction de Guillaume Dustan à l'époque. Et c'est un livre complètement jubilatoire, d'une telle liberté et d'une telle drôlerie, d'une telle folie, j'ai envie de dire. Franchement, si tu veux passer un très bon moment, je te conseille de lire ce livre. Alors, La vie rêvée de Sainte Tapiole, c'est un peu un conte. C'est un conte, comment dire, un conte un peu loufoque. C'est-à-dire qu'on va suivre un groupe de jeunes homosexuels, de jeunes PD. Voilà, on va dire le mot, on va dire les termes dans cette vidéo. Et surtout, ils vont découvrir quelque chose qui va totalement les changer. Et qui va changer la face du monde aussi. Qui va entamer une révolution. Ils vont découvrir l'existence d'une substance d'un godemiché qui peut faire voler. C'est un livre franchement sur le plaisir aussi, hein, quand même. Quand je dis que c'est jubilatoire et jouissif, c'est aussi au premier degré que je dis ça. Et donc ils vont, à partir de ce moment-là, imaginer tout un tas de plans révolutionnaires pour mettre à bas le système hétéro-patriarcal. C'est trop bien. J'ai quand même corné pas mal de pages parce que y a des passages que j'ai adorés. Et je voudrais vous en lire quand même un extrait, une page.
Je ris déjà, je relis et je ris déjà, donc c'est à la page 94. C'est une sorte de réunion pour mettre en place ce plan révolutionnaire. Donc alors évidemment il y a des PD, il y a des Gwyn, il y a... c'est vraiment, on est vraiment dans un cadre queer. Et c'est ça qui est beau. C'est tout le contraire d'un ton dramatique. Il y a quand même beaucoup de poésie. Nous sommes réunis pour prendre enfin notre place dans cette société démagogique, phallocrate et misogyne. Tonnerre d'applaudissements. À cet instant, éclairé par un énorme spot surgi de nulle part, deux immenses photos glissent le long du mur face à l'assemblée. La première représente un homme, style cadre moyen, costume et cravate, regard fier du gagnant. Son portrait est barré de lettres d'imprimerie indiquant hétéro. La photo de droite est celle d'un garçon de 25 ans environ, au look de magazine de mode, bodybuildé à souhait, portant un t-shirt col en V, cheveux courts et sourire gracieux. Pour lui, la mention inscrite est gay. Daniel, une fois les photos en place sous le regard du public, reprit de plus belle. Voilà nos ennemis, l'hétéro oppresseur du passé et du présent, sûr de son bon droit. Le gay, modèle d'aujourd'hui et du futur que l'on veut nous imposer, le kit clé en main aseptisé de l'homosexualité. Retonnerre d'applaudissements accompagnés de jets de canettes de bière sur les deux photos. Il est temps de rompre avec des siècles de passivité, nous ne voulons plus courber les chines. Notre situation ne changera que si nous le réclamons haut et fort. Je m'enfonce sur ma chaise, le but de cette réunion c'est donc cela, les prémices de l'international PD. J'ai envie de faire, voilà, allez, ça y est. Et c'est beau en fait, non mais franchement, ce livre, en étant aussi jouissif et jubilatoire comme je disais, il est aussi très beau et je t'invite vraiment à le lire. Alors il date d'il y a 1 an et demi, donc peut-être qu'il est un peu plus difficile à le trouver aujourd'hui, mais j'ai adoré lire ça, ça m'a fait un bien fou. Alors on reste un peu dans cette veine-là d'ailleurs. J'ai envie de vous parler de ce livre, Midi, Minuit, Sonat de Lucien Fradin, aux collections Prisme, qui est une nouvelle édition de livres érotiques queer. C'est le premier livre de cette nouvelle collection, nouvelle maison d'édition. Donc Lucien Fradin lance cette édition en nous parlant d'une journée dans un sauna gay. Un sauna gay, pas un sauna parisien, un sauna gay de Lille, du nord de la France. Lucien a travaillé il y a 12 ans dans un sauna. Et il en revient aujourd'hui en tant que client. Et finalement, il nous décrit tout le fonctionnement du sauna, c'est-à-dire, franchement, si vous ne savez pas à quoi ressemble un sauna gay, il faut lire ce livre, parce que c'est exactement ça. Et il y a tellement de mythologie autour de ce que peut être un sauna gay, c'est fou, en fait. Les gens s'imaginent des tas et des tas de choses. Il y a des choses plus ou moins vraies. Lisez ce livre pour en savoir plus, pour savoir réellement ce que c'est, pour savoir comment s'opère la séduction, le désir, le plaisir qu'on peut y trouver dans le sauna gay. Et surtout qu'on y va aussi pour différentes raisons, même si il y a évidemment le sexe qui est en jeu. Même si ça reste un endroit très sexuel, sexualisé, avec quand même différents codes. Donc tous les jeux de regard, ça, on l'a en permanence dans ce livre. Tout ce qui va être le consentement, hyper important. Et il va y avoir aussi des pages quand même assez engagées de la part de Lucien, même sur nos communautés, sur la communauté gay de manière générale d'ailleurs, et nos comportements sexuels. On est dans une écriture qui frôle d'ailleurs parfois le témoignage social, l'enquête sociale, sociologique, pardon, l'enquête sociologique, mais ça reste quand même de la littérature, hein. Ça reste de la littérature érotique aussi, parce qu'il y a beaucoup de passages érotiques évidemment. Aussi dans une réflexion autour de cette liberté-là et de ce lieu-là, qui est beaucoup plus complexe, voilà. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'en très peu de pages, Lucien arrive
à décrire cette complexité, ça rend le livre passionnant. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des premiers livres à traiter d'un lieu tel que le sauna, qui a été très longtemps relégué à juste un décor, de fantasme, à un décor, je pense encore une fois à Guillaume Dustan en fait, qui est peut-être l'un des premiers en France à mettre le sauna dans la littérature. Mais finalement, ouais, ce livre-là met des mots sur un lieu rempli de fantasmes, rempli de préjugés, de tabous aussi. Il faut lire ce livre-là pour comprendre ce qu'est un sauna. Un peu mieux, en tout cas. Voilà. Alors ensuite, je me rends compte que les livres dont je vous parle sont tous écrits par des écrivains gays. C'est pas fait exprès. Je vous jure que ce n'est pas fait exprès. Alors le prochain livre, c'est un livre que j'ai à cœur de parler, en fait, parce que il est tout de suite rentré dans mon cœur, ce livre-là. D'ailleurs, c'est assez ironique de ma part, hein, parce que ce livre, je l'ai lu à Paris, alors que il s'appelle Querelle de Brest. Donc c'est le livre de Jean Genet. Pour moi, le livre qu'il faut lire à tout prix de Jean Genet. Je fais très souvent Brest-Paris, Paris-Brest. C'est un peu l'histoire de ma vie. Et ça m'a fait un bien fou, justement parce que j'étais à Paris. Et que je pense que j'ai lu les plus beaux passages sur Brest. Ce qui est très étrange d'ailleurs, parce que je m'attendais pas à ça en lisant Jean Genet. Et puis en lisant un livre qui est quand même très sombre, hein, très noir, il y a des meurtres, on suit quand même un peu les bas-fonds hein, de Brest. Évidemment, on suit un marin qui s'appelle Querelle, qui fréquente d'autres marins, qui fréquente aussi une maison close, et qui est un criminel, qui commet des crimes dans Brest. Son nom est un peu sur toutes les lèvres, et on suit aussi cette espèce de milieu des marins un peu étrange, voilà aussi en fait, et on voit la ville de Brest à travers leurs regards. En fait, c'est une ville qui échappe, parce qu'on a l'impression que c'est une ville très droite, très grise, bétonnée. C'est une ville qui a subi de plein fouet les guerres, qui a été détruite et reconstruite en vitesse. C'est une ville qui a vécu les baraques, c'est une ville qui a vécu sa reconstruction à travers seulement son arsenal, qui a été le centre, et qui est encore aujourd'hui le centre de son animation, même si ça commence à devenir un peu autre chose aujourd'hui malgré tout. Mais c'était ça en fait, et c'est ça le Querelle de Brest que décrit Jean Genet, c'est ça le Brest que décrit Jean Genet. Il y a une phrase que j'ai notée, alors c'est une très courte phrase, hein, j'arriverai même plus à retrouver la page. Donc on est je crois dans le regard de Querelle, et il dit à un moment donné, Jean Genet, les yeux de Querelle, ou ses yeux, son regard, anima la ville de Brest. Anima, animer, ce verbe animer, c'est complètement ça. C'est-à-dire que Brest peut paraître figé. Et voilà, en fait, c'est ce qui me reste le plus de ce livre. Donc, c'est pour ça aussi, c'est un livre que j'ai trouvé très poétique. Jean Genet est un grand poète, hein, ça on le sait, c'est plus à prouver, mais là, franchement, ça m'a saisi d'un coup. J'ai été très ému. Évidemment aussi sur le désir, sur la figure du monstre. Voilà, c'est aussi un Jean Genet qui reste Jean Genet malgré tout, parce qu'il joue aussi avec ces figures-là, la figure du criminel, de la monstruosité. Je viens de retomber sur un passage que j'avais corné. Je pourrais vous le lire, mais j'ai pas envie que cette vidéo dure non plus hyper longtemps, mais évidemment qu'il y a plein de choses que j'ai soulignées, quoi. Évidemment. Ouais, et puis rien que retrouver des noms de lieux que je connais, ça aussi, ça m'a procuré un sentiment un peu étrange. C'est saisissant, c'est aussi une écriture un peu... L'écriture de Jean Genet, elle est un peu difficile quand même, parce que c'est une écriture
qui oscille entre plein de choses. Donc il y a plein de, il y a plein de folie dans cette écriture, peut-être un peu trop parfois. Elle n'est jamais contenue, donc il y a beaucoup de prises de liberté. Par exemple, parfois, Jean Genet va passer du jeu au il, va s'adresser directement au lecteur, va changer de temporalité sans vraiment nous l'annoncer. Enfin, c'est aussi une écriture qui est pas facile, hein, franchement, Jean Genet, mais qui, dans cette liberté, est malgré tout très poétique. Voilà tout ce que je peux en dire. Alors, c'est l'édition avec le DVD, et ben, il faut savoir que je n'ai toujours pas regardé le film, qu'il faudrait peut-être que je le fasse. Alors, ensuite, on reste un peu dans cette même veine de l'amour un peu contrarié, hein, parce que c'est aussi de ça dont parle Jean Genet, puisque j'ai lu, je pense, le recueil de poèmes amoureux le plus beau que j'ai lu. Les sonnets de l'amour obscur de Federico Garcia Lorca. C'est aux éditions Alia, ça m'a été offert par un ami. Il faut savoir que j'aime beaucoup en général la forme du sonnet. Alors ce qui peut paraître, ils peuvent paraître aujourd'hui assez désuets d'ailleurs. Cette forme est tellement classique, a été tellement étudiée, revisitée. Elle peut paraître un peu lourde aujourd'hui comparée à l'écriture poétique contemporaine qui est tellement plus libre en fait, qui est juste une histoire de sincérité parfois, de rythme, mais surtout de souffle, plus que de structure poétique. À travers ses sonnets, Federico Garcia Lorca arrive à contenir tellement d'émotions. D'ailleurs, l'édition est très bien faite puisque l'avant-propos, l'espèce de préface qu'il y a est géniale. Et vous verrez, ça éclaircit tellement de choses, c'est tellement bien fait. Donc Federico Garcia Lorca adresse ses sonnets à un certain Rafael Rodríguez Rapun. Ils ont vécu une longue relation amoureuse intermittente à partir de 1933. Ce livre n'a jamais été édité vivant de Federico Garcia Lorca. Ça a été édité un peu en cachette, quoi. Je vais vous lire un peu un extrait qui dit très clairement ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. On lit souvent que les sonnets de l'amour obscur sont ceux où le poète dit le plus ouvertement son amour pour un homme parce qu'il s'y trouve un participe accordé au masculin. Mais il renvoie au mot amour, sans que l'identité de cet amour ne soit dévoilée. Le fait que ce livre ait été caché et son dévoilement le place évidemment dans une histoire de la culture homosexuelle, mais le poète a fait en sorte qu'il puisse être lu comme un recueil d'amour universel. Les manuscrits des sonnets permettent d'en connaître les destinataires. Les seuls originaux conservés par les ayants droit sont des brouillons raturés, pour 10 d'entre eux écrits par Lorca, sur du papier en tête de l'hôtel Victoria de Valence, où le poète a séjourné en novembre 1935. Et donc on va suivre à travers ces sonnets les différentes formes que prend cet amour, des états un peu angoissés parfois. Il y a un sonnet très concret qui nous présente un poète qui attend l'appel de son amant, et ce sonnet il est juste déchirant. Il y a aussi les esquisses de Federico Garcia Lorca, qui ne sont pas mis non plus pour comparer les poèmes avec ces différentes illustrations. Ils illustrent pas totalement en fait les poèmes, voire même pas du tout. Ils sont juste ajoutés à cette édition, mais on y voit quand même la figure du double et un peu du masque. Et ça revient très souvent dans les esquisses de Federico Garcia Lorca, et ça revient aussi quand même un peu dans les sonnets. Donc c'est vraiment la figure d'un poète. De toute façon les sonnets amoureux c'est souvent ça quand même, c'est en général un poète qui s'adresse à un amour. On est vraiment dans quelque chose de quand même assez troublé. Ce sont pour moi des merveilles, c'est tellement beau, parce que la langue est aussi très riche, mais comprenez bien que dans cette structure musicale aussi, parce que c'est très musical, on y trouve malgré tout contenu tellement de débordements retravaillés d'une telle façon que
ça, généralement, en fait, ça t'explose un peu à la gueule, quoi. On va continuer quand même à parler d'amour. Alors, c'est écrit par un écrivain homosexuel, mais ce n'est pas un amour entre deux garçons. C'est ce livre-là de James Baldwin. Si Beale Street pouvait parler. Ouais, il m'a bien parlé, Beale Street. Ça a bien résonné quand même. Il y a la thématique raciale qui ressort dans cet amour, une certaine forme d'impossibilité à cet amour, puisque l'homme va être condamné. Tish, alors à chaque fois j'oublie les prénoms, mais ça c'est quelque chose de très récurrent hein, chez moi. J'oublie les prénoms des personnages, voilà. Et en plus là, ça fait plusieurs mois, donc forcément j'ai oublié les prénoms des personnages. Et donc ensuite Tish, 19 ans, qui est amoureuse de Fonny, un jeune sculpteur noir. Tous les deux se connaissent depuis l'enfance, depuis l'adolescence. Tous les deux ont vécu une certaine violence aussi. Et Tish tombe enceinte. Malgré tout, Fonny est accusé d'avoir violé une jeune portoricaine. Et donc il est mis en prison. On voit tout ça dans le regard de Tish. C'est une écriture qui se met véritablement dans la peau de ces personnages. Une écriture très directe, parfois un peu orale, qui rejoint un peu l'écriture si typique américaine de l'attrape-cœur, par exemple, de Salinger. On est vraiment dans quelque chose de très frontal et on est vraiment dans la peau des personnages. Et donc c'est aussi un combat pour essayer de rassembler les preuves pour innocenter une fois pour toutes Fonny. On ne sait pas d'ailleurs s'il est innocent ou pas. En fait, c'est même pas véritablement l'enjeu du livre. L'enjeu se retrouve ailleurs, il se retrouve dans quelque chose de plus social évidemment. Est-ce que Fonny a été accusé à tort parce qu'il est noir? C'est un livre sur la violence carcérale aussi. En fait, c'est aussi un hommage que rend James Baldwin à un ami qui a été emprisonné, où il n'y a pas eu de jugement véritablement. Et donc c'est aussi une histoire qui a marqué énormément James Baldwin. Baldwin qui a beaucoup écrit aussi hein, sur le système carcéral, sur la prison et sur la condition noire, un système qui opprime la population noire. Donc il a énormément écrit sur ça, il y a beaucoup d'essais de James Baldwin sur ça. Alors il y a beaucoup de colère, hein, mais il y a beaucoup de tendresse aussi. Et c'est aussi ça qui m'a le plus ému, parce qu'en fait on s'attache à ces personnages, on est empris d'empathie pour ces personnages et surtout, pour ma part, pour le personnage de Tish. C'est aussi un livre qui parle de la condition féminine noire, mais parce que il y a aussi tout ce système de ségrégation raciale qui s'appuie sur l'éviction, l'exclusion des maris du système familial. C'est vraiment un système de marginalisation qui s'inscrit aussi dans la sphère familiale et dans le faire famille. C'est très intéressant, c'est passionnant à lire et pareil, je trouve qu'en très peu de pages, ça captive et James Baldwin arrive à tout dire en fait. C'est assez fort, c'est très fort et il y a eu un film qui a été adapté, non il me semble, ouais c'est ça. Il y a eu un film qui a été adapté, j'ai pas vu le film non plus. Voilà, je conseille de lire ce livre, franchement très bonne lecture, une lecture marquante pour moi et très émouvante aussi. Par la suite, j'ai lu Pitié de Andrew Macmillan. Alors si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez qu'Andrew Macmillan, je le connais en tant que poète et j'ai surtout été saisi par sa poésie à travers son recueil Le corps des hommes qui a été traduit à l'époque en français par Philippe Besson, qui est vraiment un des premiers recueils contemporains que j'ai lu et qui m'a marqué. Donc quand j'ai vu que son premier roman, parce que c'est son premier roman, était traduit en France, en fait je me suis jeté littéralement sur le livre et je l'ai lu d'une traite. Et c'est pareil aussi, c'est tellement fort. Alors ça, il y a beaucoup de choses dans ce livre aussi. On va suivre différents personnages, différentes temporalités, il y a différentes formes aussi dans ce livre. C'est pas un roman comme on a l'habitude d'en lire un, c'est-à-dire très linéaire dans la forme et dans le fond. Là, il y a évidemment aussi tout un jeu stylistique.
On va avoir différents documents, par exemple, des articles de journaux. On va avoir l'arrivée d'un poète dans une ville et donc son étude un peu de la ville, c'est-à-dire qu'il va animer des ateliers d'écriture et il va rendre compte de ces différentes rencontres, puisqu'en fait ces ateliers d'écriture sont menés auprès euh, d'ouvriers d'une petite ville ouvrière du nord de l'Angleterre, donc qui a subi la politique de Margaret Thatcher, donc ça parle de ça aussi, et ça parle donc d'un père ouvrier qui voit son fils queer, PD, faire du drag, et ce père qui en voyant ce fils-là voit tout ce qu'il n'a pas pu dire, tout ce qu'il a dû renfermer en lui, tout ce qui lui a été longtemps interdit aussi, et tout ce qu'il n'a pas forcément compris parfois. Et il y a notamment, Andrew Macmillan va mettre comme ça aussi en avant des lieux qui ne sont pas généralement mis en avant dans la littérature, c'est-à-dire par exemple les toilettes d'un supermarché. Il y a tellement de choses, c'est dur en fait de résumer ce livre-là parce qu'il y a, en fait, il y a différents points de vue, c'est un roman choral aussi. Il y a différents points de vue, il y a des caméras parfois, on voit les choses à travers une caméra, on voit les choses à travers les yeux de Simon qui est donc le fils d'Alex qui est donc le père ouvrier, et on va suivre son petit ami aussi qui voit Simon faire du drag et qui en même temps est derrière les caméras du supermarché, qui voit donc les hommes aller dans les toilettes du supermarché. Et voilà, donc en fait il y a différents niveaux de lecture dans ce livre. C'est ça qui est assez saisissant, qui m'a beaucoup marqué parce que cette forme peut paraître un peu, un peu difficile à appréhender, mais finalement c'est très fluide. Finalement ça nous dit énormément de choses, c'est très intéressant, c'est très intelligent, et aussi c'est très poétique, c'est vraiment de la prose poétique. Donc, c'est un roman choral, mais avec aussi une plume, la plume d'Andrew Macmillan, que j'aime énormément et que je te conseille vivement. Et enfin, je dirais vraiment que c'est pour moi un de mes livres préférés de ces dernières années, une de mes meilleures lectures. Euh, En début de vidéo, je te parlais de la jubilation, de la jouissance à lire un livre tel que La vie rêvée de Sainte Tapiole. Mais maintenant, il faut que je te parle de la jouissance que j'ai eue à lire un roman d'horreur, La nuit ravagée, de Jean-Baptiste Delamo. J'ai tellement de choses à dire sur ce livre. C'est un hommage au genre horrifique. Ce n'est pas que ça, évidemment, parce que c'est aussi de la littérature à son quintessence. C'est très beau, malgré tout, il y a des passages très forts, euh, des passages qui font frissonner, évidemment. Jean-Baptiste Delamo arrive à nous faire lire un livre sur la banlieue pavillonnaire du sud de la France, à travers un groupe de lycéens, d'amis lycéens, une bande un peu à la façon de ça de Stephen King, et donc de leur peur à travers une maison qu'ils vont tour à tour visiter, et ils vont voir que cette maison est évidemment quelque chose de dangereux. Qu'est-ce qu'il y a à travers cette maison? Voilà, je vous laisse découvrir. Que dire de ce livre sans trop en dire? Les personnages sont hyper attachants. Il y a un personnage homosexuel aussi dans ce livre. C'est très vrai en fait. C'est-à-dire que ça allie une forme de réalisme très prenant et un côté très fantastique évidemment et très horrifique. Ça marche, ça fonctionne du début jusqu'à la fin. Il y a évidemment ce côté jouissif à avoir peur en lisant un livre. Moi ça a été le cas pour celui-ci. Et pareil, je l'ai dévoré ce livre. J'avais pas encore lu de livre de Jean-Baptiste Delamo, c'est le premier que je lis de cet auteur. J'ai envie de lire tous ses autres livres parce que même la plume est géniale. C'est édité dans la collection blanche de Gallimard, c'est aussi ça que j'avais envie de dire, quoi. C'est surprenant en fait.
Il y a quelque chose de surprenant dans ce livre. C'est vraiment de la littérature horrifique très bien amenée. Ça se passe dans les années 90, donc on retrouve aussi ces années-là et c'est très bien amené. Ce décor des années 90 avec sa musique, avec justement l'avènement des slashers, l'avènement du genre horrifique aussi. Voilà, que dire de plus, c'était trop bien. Là je le conseille à 1000% si vous voulez passer un bon moment, si vous aimez bien l'horreur mais pas que. Si vous voulez avoir peur à un moment donné, je conseille d'ailleurs très franchement là pour octobre, pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est une lecture parfaite. Lisez ce livre pour l'automne, mais pas que pour l'automne évidemment, mais c'est le moment parfait de le lire. Une heure que je parle, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé tout seul devant une caméra. Ça paraît toujours un peu étrange, un peu bizarre hein, quand même. J'espère que vous aurez apprécié ce moment, si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci d'ailleurs d'être arrivé jusqu'ici. Que je vous ai un peu manqué aussi, je sais pas en fait. Parce que ça fait tellement longtemps et je comprends. J'avais désactivé toutes mes vidéos, donc la chaîne était vraiment était un peu enterrée quoi. Et puis là, elle est déterrée parce que j'ai juste envie. Ça me manquait quand même. Il y a beaucoup de moments où ça me manquait. Il y a beaucoup de moments où je lisais un livre, par exemple vraiment La Nuit ravagée. Une fois que j'ai fini, j'avais envie d'en parler à tout le monde. J'avais envie d'en parler autour de moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'ai un peu fait avec mes collègues de boulot, d'ailleurs. Mais franchement, c'était un tel plaisir de lecture, ce livre-là, que j'avais vraiment envie d'en parler. Je pense que j'y arrivais plus à un moment donné, aussi, à revenir ici. C'est bête, c'est très bête ce que je vais dire. Hein. Donc vraiment, je prends conscience de ce que je vais dire, mais j'avais l'impression que j'allais revenir en arrière. Comme si j'avais pris une décision définitive. J'arrive pas, en fait, à totalement tourner la page. Évidemment, je ne referai plus Booktube comme j'ai pu le faire avant, avec une telle passion, avec une telle récurrence aussi. Il y a un moment donné où je vivais Booktube, je mangeais Booktube, je buvais Booktube. C'est quand même un peu moins le cas aujourd'hui. Et puis, je vous parlais d'écriture aussi en premier temps de cette vidéo. Je n'ai pas rien fait de cette année. Il y a un petit livre qui est sorti. Oh, je peux vous le montrer, tiens. Il y a quand même ce petit livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, au mois de juin. Donc ce petit livre qui est sorti, que j'ai écrit, qui est La Chambre des Rumeurs, qui est une nouvelle en vers libre. J'ai écrit aussi surtout pour pouvoir le lire. Et donc c'est ce que j'ai fait au lancement de la collection Pédale Pédale, parce que c'est une collection petite nouvelle érotique, joyeuse, gaie, PD évidemment, lancée par Antouna Crène et Baptiste Eric Gilbert. Et on a travaillé ensemble et ils ont été très enthousiastes à l'arrivée de mon texte. Et c'est une aventure formidable. C'était vraiment, c'est très beau quoi. Dans leur même dans... Je suis un peu ému en fait en parlant, c'est fou. Une belle aventure. J'en parle très mal. Je vous conseille d'aller sur le site. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo du lancement, parce qu'il y a une vidéo qui a été prise. Et je vous mets aussi le lien et la vidéo. Est-ce qu'il y a encore le petit i quelque part sur l'écran? Je ne sais plus. Mais je vous mets le lien quelque part. Voilà ce qui s'est passé pour moi quand même durant un an. Et puis j'ai aussi entraîné un peu ma voix à travers différentes scènes ouvertes, scènes poétiques. Quelque chose d'insensé pour moi, ça a été de lire ma poésie à la BPI du Centre Pompidou. C'est au-delà de ce que j'imaginais en fait, de ce que je rêvais. Voilà, il y a tellement de belles choses qui sont passées aussi pour moi cette année. J'ai encore ce défaut d'être très impatient, donc j'ai un manuscrit qui attend
mais qui attend et que je travaille, que je reprends, qui a eu tellement de versions différentes. Donc j'attends la rencontre aussi, pour que vous ayez peut-être un jour entre vos mains ce livre, ce manuscrit. Et voilà, ça continue pour moi aussi de ce côté-là. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais plus, je ne sais pas. Il est temps de dire au revoir. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de cette vidéo, de ce retour. M'avez-vous attendu? Je ne sais pas. Portez-vous bien. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très bientôt. À la prochaine. Salut! Oh, non, attends, il faut que je dise, comme avant, à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Salut!